Salut à tous, bienvenue dans les déraillés. Déraillé très court aujourd'hui puisqu'on va principalement parler que de Milan-San Remo. Milan-San Remo hommes et femmes. On a suivi la course de manière assez assidue. Cette fois-ci, on a eu le temps puisque c'était un samedi. Clément, comment ça va? Et puis, est-ce que tu as passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end et ça va certainement mieux que Tom Pidcock qui a probablement loupé l'une des grosses occasions de sa carrière de taper un monument. C'est clair, c'est clair. Je pensais que tu allais parler de la chute féminine. Heureusement que t'as pas été sur ce terrain parce que j'allais dire c'est peut-être un peu touchy comme sujet là tout de suite. Mais tant mieux. J'apprécie l'humour noir, mais il y a des limites. C'est clair. Je pense qu'on peut peut-être commencer par la course femme qui a été remportée par Lotte Kopecky avec un sprint réglé en petit comité, des chutes assez impressionnantes qui ont marqué la descente de la Cipressa et bien sûr aussi, et même du Poggio, pardon. Euh, oui, du Poggio ou de la petite Cipressa, j'ai un doute, je sais plus. Donc effectivement qui ont été assez non c'est la Chypre ça qui ont été assez impressionnantes et qui ont en plus écarté deux protagonistes en la qualité de Nievadoma et la cour. Donc voilà, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi j'ai adoré quand même suivre les 50 derniers kilomètres parce que bon, on va pas parler de Milan-San Remo en complet. Euh, Parce que la Visma j'ai trouvé a couru quasiment juste et malheureusement a été impacté par ces chutes là. Et puis le Togepi, je trouve qu'il a couru, mais stratégiquement parlant, de manière parfaite. Elle a su se cacher au bon moment, ne pas faire de vagues. Elle a contrôlé au maximum pour Lorena VBS et au final, elle se retrouve dans le bon groupe sans faire un seul effort quasiment. Elle a passé deux trois relais en bas de la descente et puis au sprint, bon, il y avait peu de suspense et en même temps, il y avait quand même 300 km, non 300 km, pardon, ça c'est chez les hommes, mais effectivement quand même une sacrée distance aussi chez les femmes. Et au final, c'est elle qui s'impose. Moi, je suis content de la revoir revenir à ce niveau-là. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé quand même la course assez allétante. Ouais, ça a été une belle course, notamment de la part de la Team SD Works. On avait quand même une Lorena Vibes qui était la archi favorite quand même pour ce Milan-San Remo. Lotte Kopecky, je pense qu'elle se retrouve dans ce groupe à l'avant, un petit peu. Je sais pas si c'était vraiment voulu ou si c'était un petit peu par hasard. Mais en tout cas, elle a voulu contrôler et empêcher les autres de partir. Elle s'est retrouvée dans ce groupe. Elle a hésité un moment. Je pense qu'elle ne savait pas trop si elle devait attendre un retour de Lorena Vibes pour s'en tenir à la stratégie de base ou alors jouer sa chance au sprint. Finalement, elle a joué le sprint qu'elle a archi dominé quand même. Elle avait l'air d'être bien plus puissante que ses adversaires. Donc ouais, très beau travail d'équipe, même s'il y a eu cette petite hésitation, mais je pense que c'était le plan B et du coup on ne savait pas encore s'il fallait s'accrocher au plan A ou au plan B. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, Lorena Vibes qui était l'archi favorite, en tout cas la tête numéro un à battre, pour pas mauvais jeu de mots. Et effectivement, Lotte Kopecky, on l'avait un petit peu moins vu quand même l'année dernière, même si elle a gagné. Mais je trouvais que depuis son dernier titre de championne du monde, je la trouvais un petit peu en dedans de ce qu'elle nous avait habitué lorsqu'elle a été deux fois championne du monde d'affilée. Donc moi, ça m'a fait plaisir de la revoir à ce niveau-là. Je trouve que elle fait parmi de ces allez, top 5 des coureuses et au-delà de ça, peut-être top 3 au niveau, tu sais, rayonnement dans la course. Et je trouve quand même que c'est pas la première fois où elle est juste. Alors effectivement, c'est peut-être un hasard et en même temps, il n'y a pas de hasard à devoir contrôler et sauter au bon endroit. On en parlait avant en off sur quelque chose de complètement différent au niveau amateur. Euh, je pense que tactiquement, elle s'est dit, ça peut sortir, vaut mieux que j'y sois que ne pas y être, quitte à ce qu'on arrive en paquet, que je puisse emmener Lorena Vébès. Donc c'est pour ça que je dis que stratégiquement, je pense qu'elle a été bonne. Elle a été effectivement aidée par le fait que Nevadoma et Kim Lacour ont été écartés assez tôt au final dans cette course, avec cette terrible chute dans le virage qui a envoyé d'ailleurs une Visma en contrebas et surtout la coureuse, j'ai oublié de quelle équipe elle était, si tu l'as en Ouais, tête. j'ai pas l'équipe non plus, j'ai Mais la le couleur du vol, maillot et tout, parce que j'ai la note ouais, de la vidéo, mais oui, le nom de l'équipe. mais le vol plané, je sais pas ce que tu en as pensé, impressionnant. Au final, on se rend compte quand même que cette course, au-delà de l'aspect, oui, un peu longuet de la part principale de la course, au final, ça reste quand même une des courses sur les 50 derniers kilomètres
la plus indécise du calendrier, parce que effectivement il y a un aspect technique, il y a un aspect préparation mentale, physique, il y en a qui sont présents et au final qui explosent parce que bah, c'est trop long. Aujourd'hui, chez les hommes comme chez les femmes, il y a des mouvements de course depuis la Cipressa et maintenant plus que des outsiders, mais il y a aussi des leaders qui s'y mettent. Euh, et effectivement, ça pose quand même la question de la technicité des descentes. On sait qu'en Italie, les descentes sont assez techniques, surtout sur ce genre de petite ascension et avec des descentes à moitié en ville. Peut-être qu'il aurait fallu, je sais pas ce que tu en penses, mais dans certains virages quand même indiquer un petit peu mieux les virages ultra dangereux, même si effectivement ça fait partie du vélo. Mais je sais pas s'il faut mettre peut-être Alors, un gros warning orange, tu vois. ouais, enfin, on est dans le Poggio et la Cipressa. Normalement, quand t'es coureur, que tu participes à une Milan-San Remo, tu les connais, ces descentes. Tu es censé les connaître par cœur. Alors peut-être que chez les féminines, on prépare ça depuis moins longtemps que chez les hommes. Mais quand même, c'est deux descentes qui sont là chaque année, qu'on connaît. On sait qu'elles sont dangereuses. Et je pense pas que les coureurs essayent de les descendre le plus vite possible. Forcément, parce que la victoire peut se jouer dans ces descentes. Donc je pense pas que indiquer mieux le virage va faire en sorte qu'il y aura moins de chutes dans ces descentes qui sont déjà connues des coureurs. Peut-être que oui, ça va changer les choses sur un Tour de France où Hum, on change hum. le parcours chaque année, Tour d'Italie, peu importe. Et là, les coureurs ne peuvent pas forcément repérer 3000 km de De circuit, route. Hum. oui, de route. Mais oui, sur un parcours qu'on connaît par cœur, je pense pas que ça changera grand-chose. Ouais, alors effectivement, il y a peut-être question UCI sur des courses plus particulières. On pense à cette terrible chute autour du Pays Basque, il me semble, il y a 2 ans, qui avait envoyé Jonas Vingegaard, Evenepoel et Roglic au sol. On avait beaucoup parlé à l'époque de la réglementation en termes de vélo, en termes justement d'aérodynamisme, etc. et aussi de prévention sur la route. Peut-être qu'effectivement, sur certaines étapes en ligne avec des descentes jugées dangereuses, ça vaudrait le coup d'inventer une nouvelle réglementation à mettre en place pour prévenir un peu mieux les coureurs. Dans tous les cas, on souhaite à la coureuse voilà, un prompt rétablissement. Apparemment, à part quelques fractures, même si ça reste des fractures, au final, Oui, ça des va côtes plutôt cassées. bien. Ouais, ça va plutôt bien. Donc tant mieux, parce que enfin, franchement, moi, la chute m'a choqué. Alors effectivement, en plus, c'est un enchevêtrement de plusieurs vélos. Donc effectivement, tu dois freiner de plus en plus tôt. Tu as la surprise, sortie de virage, tu arrives vite, tu es peut-être plus ou moins lucide. Donc effectivement, il n'y a pas que l'aspect descente. En parlant de chute, on a eu aussi une course homme fortement impactée de manière euh, importante. Et en plus, on a eu une course de mouvement comme on s'y attendait. Et surtout, bah, au final, des 60 derniers kilomètres très très nerveux avec les différents capots qu'il y a eu avant la Cipressa et le Poggio. Euh, qui se solde, sans spoiler, par la victoire de Tadej Pogacar pour à peine une demi-roue, comme tu dis, devant Peacock en préambule. Euh, je vais peut-être te laisser commencer par ton analyse et ton ressenti live de la course, et je viendrai sûrement compléter après. Cette fois-ci, on se fait dans ce sens-là. Ouais, ben, on a vécu une fin de course assez folle. T'as raison, déjà dès les trois capots, on sentait que c'était assez nerveux. On a eu Sylvain Dillier qui a roulé 200 km, 200 premiers kilomètres de la course. Impressionnant. Et ce qui a fait qu'ensuite, bah, tous les équipiers étaient quand même relativement frais, entre guillemets. Il y a eu déjà quelques accélérations de la UAE. Et puis, alors, je ne sais plus à quel kilomètre exactement qu'arrive la chute de Tadej Pogacar. Qui a emmené pas mal de monde avec lui, hein. Wout van Aert est tombé, Mathieu Van Der Poel, je suis pas certain que ce soit ce moment-là, mais je pense que si. Euh, donc à ce moment-là, en plus il prend un bel éclat, le peloton est lancé pleine balle pour se diriger directement vers la montée de la Cipressa. Et bah, du coup, pour l'anecdote pour nos auditeurs, c'est qu'à ce moment-là, tu m'as appelé et tu m'as dit ça reviendra pas. C'est vrai que moi aussi j'avais de gros doutes sur le fait que ça revienne. Je pensais que ça allait revenir, mais le fait de ensuite aller faire une telle montée de Cipressa, gagner et puis ensuite aller gagner la course, c'était assez choquant, assez étonnant de voir un tel niveau de Tadej Pogacar. J'avais pas trop de doutes sur le fait qu'il revienne, mais comme je te dis, j'ai un peu plus de doutes sur le fait de gagner.
Et puis aussi Wout van Aert qui avait aussi pris du retard, qui a eu des problèmes sur son vélo, du coup qui a dû changer de vélo. Il avait encore plus de retard que Tadej Pogacar et finalement qui arrive à finir troisième de ce Milan-San Remo. On a limite envie de dire qu'il fallait tomber pour faire une belle place sur sur ce Milan-San Remo. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Comme tu dis, les capots sont passés très vite après que Sylvain Dillier, paix à ses cuisses, s'est écarté. On a eu une chute effectivement en sortie de virage et alors je sais pas ce qui a vraiment causé la chute, mais en tout cas Tadej Pogacar semble s'accrocher lui-même ou tomber tout seul lui-même en sortie de virage. Il emmène à moitié avec lui Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert effectivement, puisqu'on a vu que Mathieu Van Der Poel avait la main abîmée après par la suite. Tu te retrouves avec trois échelons, un peloton qui roule pleine balle devant parce qu'il sait pas ce qui vient de se passer. Dans tous les cas, la Cipressa arrive, donc faut rouler. T'as un groupe de, je crois, environ 30 coureurs derrière qui essaie de rentrer, avec Mathieu Van Der Poel notamment, avec Philipsen qui s'est complètement sacrifié pour le ramener. On ne sait pas ce qui aura été amené par la suite. Et derrière, t'as Tadej Pogacar avec quelques autres coureurs, avec un Brandon McNulty, mais énorme, pour le ramener le plus loin possible dans le peloton. Et tu as derrière un groupe Van Aert qui bouche aussi, je sais pas combien de secondes supplémentaires hein, derrière le groupe Pogacar, au moins une dizaine, et qui arrive à rentrer, qui en plus sort avec le bon groupe dans la Cipressa, quand même dans le basculement. Effectivement, je suis d'accord, on s'est appelé, on s'est dit, mais enfin, c'est pas possible que après cette chute et cette débauche d'énergie, il va être capable de décrocher Van Der Poel et encore moins de gagner au sprint quand on voit la finalité de la course. Mais on s'est regardé, on était au téléphone et on s'est quand même dit, enfin, Van Der Poel serre les dents. Enfin, il serre les dents, il a pas l'air si optimal que ça, il ouvre beaucoup la bouche. Et Tom Pidcock, par contre, nous faisait une forte impression sur ce moment-là. Peut-être que la chose qu'il a appris par rapport à l'année dernière pour Gatchar, c'est que déjà, il a eu une équipe en plus qui a été remaniée, hein, parce que Tim Wellens n'était pas là, Jonathan Narvaez n'était pas là pour blessure, et en plus, ils perdent Jan Christen au tout début de la course. Donc, c'était pas donné, mais il a pu compter sur Isaac Del Toro, qui a, sur 500 mètres, fait un rythme monstrueux quand j'ai regardé les watts, qui s'écarte et qui a d'ailleurs réussi à suivre après dans la Cipressa, après dans le Poggio, il a laissé partir. J'ai regardé son classement, je crois qu'il arrive 40e ou 50e à 4 minutes. Et Pogacar a peut-être compris une chose par rapport à l'année dernière, c'est qu'il est monté à bloc du début à la fin de la Cipressa. Donc il avait préparé son coup. Il a monté ça 30 secondes, j'ai regardé les stats, 30 ou 40 secondes quasiment, plus rapidement que l'année dernière. D'accord? Alors que le placement n'était pas le plus optimal non Non, plus. je pense que Ah oui, oui, c'était plus rapide que l'année dernière. Je Ah oui, pense oui, je suis sûr. que son C'était. record, là, lui, de la Cipressa était à 8,50 quelque chose. Et là, il a monté en 8,40. Mais son Ouais, c'est record avait ça. été fait à Et là. l'entraînement. Euh, Par contre, oui, il monte. Au final, Van Der Poel et Pidcock arrivent au sommet avec lui. Mais sauf que lui monte avec 30 secondes plus rapide que Pidcock et Van Der Poel qui sont arrivés avant Ouais, lui c'est au pied de ça. la Cipressa. C'est ça, c'est ça. Et il bat quand même son record de l'année dernière. Il l'avait annoncé sur les réseaux d'ailleurs, une petite blague après Milan-San Remo de l'année dernière. Et puis dans le Poggio, de toute façon, sa seule carte, on se le disait, hein, sa seule carte, c'est qu'il monte à bloc du début à la fin. Oui, donc excusez-nous, on a dû couper le montage puisque le Wi-Fi fait que on doit toujours faire des petits aménagements. Donc désolé, je vais reprendre rapidement où on pense qu'on en était. Simplement, donc effectivement, t'as des Pogacar qui est monté pleine balle depuis le début du Poggio parce que c'était un peu sa seule chance. Qui arrive en descente, on pensait que Tom Pidcock allait trouver son terrain de jeu et que c'était fini, ou alors qu'il allait glaner au sprint. Au final, on s'est rendu compte que Tadej Pogacar avait reconnu la descente de manière très importante. À la limite, j'ai l'impression avoir marché chaque centimètre de cette route pendant des mois. Avec l'aide de Nicolo Bonifacio. Ah, donc c'est là, tu l'as trouvé son nom, Nicola J'avais oublié le nom. Bonifacio. J'aurais bien aimé Vincenzo Nibali, comme je te emmerdais avec son nom, mais bon, c'est comme ça. Et effectivement, une arrivée au sprint avec un sprint très court, donc qui convenait parfaitement à Tadej Pogacar et qui a surpris Tom Pidcock. Euh, je trouve que c'est bien pour Milan-San Remo d'avoir à nouveau un champion du monde qui s'impose dessus. C'est une belle image, ça fait très vendeur. Ça fait quand même enfin, il est parvenu, si tu veux, trois fois pour la gagner trois fois d'affilée. Et là, c'est une des courses effectivement qui se refusait à lui. Donc il y a quelque chose d'assez romantique dans tous les cas sur Milan-San Remo et encore plus dans cette histoire-là.
De plus que, effectivement, il décroche complètement Van Der Poel qui vient mourir, je crois, septième ou huitième. Ouais. Devant Tom Pidcock, qui était pas loin, effectivement, de chipper toute la gloire et qui montre effectivement qu'il est revenu à un très bon niveau. Et en plus, derrière, comme tu disais, on a Wout van Aert qui sort dans le final. Après lui aussi être tombé, être remonté, avoir serré les dents et venir mourir troisième juste devant le peloton avec Mats Pedersen quatrième qui revient d'une grosse blessure. Il y avait tout de quand même très romantique et très magnifique sur ce Milan-San Remo. Et en plus, on finit avec une déclaration de Tadej Pogačar post-course qui dit que maintenant il est plus nécessaire pour lui de revenir sur Milan-San Remo parce qu'il considère son histoire comme achevée. Alors il y a moyen, je pense qu'on le revoit, mais peut-être pas l'année prochaine. Il a un autre objectif maintenant qui est Paris-Roubaix, Qui va qui peut-être être aura réglé dans quelques semaines. qui va peut-être être réglé dans quelques semaines ou l'année prochaine. Et on sait que généralement, même s'il loupe une, deux ou trois fois, il aura encore 29 ans dans 2 ans. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire venir. Et Van Der Poel a peut-être du souci à se faire pour le reste. Même si je pense, même si on était d'accord pour dire que Paris-Roubaix convient encore majoritairement à MVDP, quoi. Oui, mais là, j'ai juste un léger doute parce que, en fait, la chute, c'est ce qu'on en parlait justement quand il était au téléphone pendant la course. La chute sur le corps, ça se voyait beaucoup plus forcément sur Tadej Pogacar qui avait tout le cuissard déchiré, qui avait du sang sur le tibia, etc. Mais par contre, au final, même Van Der Poel a dit, il avait du mal au final à tenir son guidon à cause de Tout ses à fait. blessures à la main. Donc, faut voir comment ça se rétablit. Est-ce qu'il n'y a pas des petits os cassés, etc. Mais sur un Paris-Roubaix, avec les pavés, une blessure à la main, ça peut être très très handicapant. Donc on ne sait jamais. C'est en Mm. pleine forme, je pense que même s'il n'est pas 100% de ses moyens, je vois quand même un Paris-Roubaix avantageux pour Mathieu Van Der Poel. Mais là, on ne sait jamais. Ouais, et puis en tout cas, si Milan sans Remo l'année prochaine sans Tadej Pogacar, qui va s'occuper de la Cipressa? Est-ce que ce sera Isaac Del Toro? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Est-ce que Paul Sexas viendra? Même si je pense que ça correspond pas tout à fait à ses prédispositions, ou Je en tout pense cas qu'il de ce ira un qu'on jour, mais il ira un jour, mais c'est peut-être un peu tôt, c'est très long. Puis je pense qu'il est un petit peu moins typé puncher, même s'il est très très bon en punch, hein. Maintenant, depuis l'Estrade Bianche, je dis plus rien, je sais pas ce qu'il vaut le gamin au final. après, Mais Nibali l'a gagné, hein, donc et Nibali l'a gagné, mais il l'a gagné grâce à un talent de descendeur, et ça m'amène justement sur Tom Pidcock, sur Wout van Aert, qui ont des très très bons descendeurs, Van Der Poel aussi, et Mats Pedersen aussi qui progresse fortement dans ce secteur. Donc c'est qu'une question de temps peut-être avant une victoire de Pidcock, un deuxième de Wout van Aert, ou Mats Pedersen pour sa première. Ou peut-être un nouveau sprinter, peut-être qu'on aura, j'espère, Philipsen, peut-être qu'on aura un Italien avec Jonathan Milan. Donc au final, c'est pour ça Paul que je dis Magnier. ou Paul Magnier, qui était d'ailleurs encore là dans le final, et malheureusement qui a été un peu juste. Mais ça viendra aussi. Il travaille beaucoup sur cette partie punch, donc on a hâte de voir ce que Paul peut faire. De toute façon, on a une belle ribambelle de sprinters français hein, aujourd'hui et de punchers français. On a encore Dorian Godon qui a gagné là sur la première étape du Tour du Pays Basque, Tour de Catalogne. Catalogne, pardon. Tour de Catalogne, donc il y a de quoi voir venir sur les prochaines semaines. En fait, on clôture un beau chapitre avec quand même bah, justement quelque chose de grandiose et romantique sur la Milan-San Remo et qui ouvre justement la prochaine page de Milan-San Remo, potentiellement sans Tadej Pogacar, au moins pour l'année prochaine. Qui reprendra le flambeau chez UAE? Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres concurrents? Euh, donc effectivement, quelque chose d'assez passionnant. Clément, peut-être le mot de la fin, parce qu'on avait dit de faire un podcast assez court et je pourrais continuer à énoncer plein de choses, donc peut-être je vais te laisser couper court. Et ben, je vais tout simplement finir par le fait qu'on a peut-être vu dans la dramaturgie l'un des plus beaux Milan-San Remo de l'histoire. Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord avec toi, donc on espère que la suite des classiques sera tout aussi impressionnante et romantique et grandiose. Donc hâte de voir pour la suite. Peut-être le prochain podcast qu'on fera sera à l'approche des Flandriennes, un qui parlera peut-être voilà, rapidement une dizaine de minutes du Tour de Catalogne en fonction de ce qu'il y a, les news actuelles sur le monde du cyclisme. Mais surtout, voilà, la prochaine sur le triplé Gand-Wevelgem Tour des Flandres, Paris-Roubaix, avec un compte-rendu Tour des Flandres et un preview compte-rendu de Paris-Roubaix, puisqu'on y sera sur place. En tout cas, on compte bien y être. Et puis après, bien sûr, on aura le triplé des Ardennaises et enfin le Giro sur lequel on a des choses en tête pour vous animer un petit peu tout ça.
En tout cas, merci d'être encore présent. On voit que voilà, ça plaît de plus en plus à certaines personnes. Encore une toute petite communauté, mais ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, faut vraiment pas hésiter à commenter, nous poser des questions. Vous dites si vous n'êtes pas d'accord, on a le droit de dire des grosses âneries. Et puis, bah, à très bientôt à tous. Faites attention sur la route.